comment est-ce qu'on va pouvoir faire. Alors, pour ma part, je suis directeur marketing d'Oxatis, donc on est une plateforme de commerce en ligne, avec tout ce qu'il faut autour, je vais vous en parler. Avec moi, aujourd'hui, nous avons Henri Kaufmann. Henri. Je ne sais pas présenter Henri parce que c'est un homme qui a à peu près une vingtaine de cartes de visite. Il a... Celle-là, c'est la première fois qu'on me l'a fait. Il fait plein de choses. On l'appelle El Marketer entre nous, c'est le marketeur. Au départ, je crois qu'il est centralien. C'est vrai, il a très mal tourné puisque en fait, il est parti dans le marketing après. Il a travaillé pour des grands groupes de vente par correspondance. Et aujourd'hui, il est consultant, publicitaire, blogueur, etc. Et vous le retrouvez sur Henri Kaufmann, toutattaché.typepad.fr. .com. .com. Moi, je ne sais même plus. Non, mais vous faites Google Henri Kaufmann, ça suffit. Google Henri Kaufmann, voilà, avec un F et un F. On a aussi avec nous Didier Sampaolo. Bonjour. Attends, j'ai un petit message d'abord. Ah. C'était ça. On fait DJ le week-end. Pour les animations, baptême, bar mitzvah. Et avec nous, on a un animateur aussi, Didier Sampaolo. Bonjour. Quand je dis animateur, la spécialité de Didier, c'est le référencement. Il édite plusieurs sites dont le but justement est de générer du trafic. Et à ce titre-là, il a une approche technique sur le développement. Qu'est-ce qui est nécessaire pour que le trafic se passe bien. Mais aussi, j'apprécie pas mal sa façon d'écrire. On peut parler de contenu. Et c'est aussi un spécialiste du contenu pour générer du trafic. Ça te va ? Ça me va. Bon, ok. Donc, ce que je vous propose, c'est, sans s'apesantir trop sur la présentation qui va débuter là, c'est de faire un panorama sur qu'est-ce que c'est qu'un site de commerce, comment le monter. Bon, je vois qu'il y a des étudiants qui ont déjà vu mon cours, donc je ne veux pas faire redondance. L'idée, surtout, c'est de planter le décor, c'est de dire, j'ai un commerce, c'est quoi ce commerce, et qu'est-ce que je peux lui apporter, et de quelle manière. Et justement, par le biais des réseaux sociaux, puisque c'est quand même quelque chose d'émergent et que les e-commerçants aujourd'hui n'ont pas vraiment en tête. Ils utilisent plus les réseaux sociaux pour communiquer entre eux que pour trouver des clients. Il faut le dire cash. Aujourd'hui, les 6 ou 7 000 clients qui sont chez Oxatis, on discute un petit peu avec eux de temps en temps. Et il n'y en a pas beaucoup qui nous disent bah, Facebook est une source de prospects qualifiés, importante et efficace. On peut l'affirmer dès maintenant. Bon, je ne vais pas creuser sur la présentation d'Oxatis. Je vous ai parlé du nombre de clients. On est une entreprise qui a 10 années d'expérience. On est sur un marché émergent. On a accompagné la mutation des marchands. Et depuis 10 ans, on a vu plusieurs révolutions arriver. Celles liées au référencement, aujourd'hui les réseaux sociaux. Ce qu'on peut dire par rapport à nos clients, c'est que nos clients sont des clients de la longue traîne. Vous connaissez peut-être cette théorie qui a été mise au point, vulgarisée par un éditeur américain qui s'appelle O'Reilly, R-E-I-2-L-Y, qui a montré qu'en fait, le web, l'accès facile à la technologie, permettait à des petits de faire comme des grands. Et donc, ça provoque une extension des catalogues, le nombre de références qui sont disponibles pour les clients sont de plus en plus grands, et on va pouvoir aller vers de la personnalisation, de l'adaptation très forte aux besoins des utilisateurs et des clients. Alors, nous, on est sur ce marché des petits clients, on ne parle pas beaucoup de grands comptes en général, mais ce qu'on peut repérer sur le terrain, c'est la même chose. Nos offres, je vous laisserai ça dans les presse, vous avez aussi... voilà. Alors, un point qui est extrêmement important, c'est l'aspect relationnel du e-commerce. J'étais ravi de voir avec Kabla insister sur ce point. D'un certain côté, commerce ou e-commerce, il n'y a pas eu de changement. Le commerce, c'est une conversation, c'est un échange. Et cet échange pour un marchand concerne bien évidemment sa relation avec ses clients. Ça, c'est la base. Mais en fait, quand on monte un site de commerce, on met son catalogue de produits à disposition, de produits ou de services à disposition de clients, mais on est amené à entrer en relation avec tout un tas de fournisseurs extrêmement différents.
je ne sais pas si le graphique est lisible. On va évidemment chercher à connecter son site de commerce avec les logiciels de gestion. On va chercher à intégrer sa gestion. On va aussi connecter des moyens de paiement. Mais on va vendre ailleurs que sur son site. Et ça, c'est le multicanal, c'est une notion qui est extrêmement importante parce qu'on va aller chercher des clients sur Facebook, on va aller chercher des clients chez shopping.com ou chez Quelcou, mais on va aussi essayer d'aller vendre sur Amazon ou sur eBay. Donc, les modèles ou la façon d'acquérir de nouveaux clients qu'on pourrait analyser simplement en faisant une comparaison avec une boutique dans la rue ne tiennent plus. Le marchand en ligne, aujourd'hui, démultiplie sa présence pour être partout où il peut l'être pour trouver ses clients. Donc on va parler d'expérience, et quand on parle de référencement, justement, c'est le savoir-faire du marchand de connaître les arguments qu'il porte avec son client et comment transformer une vente. Le monde peut changer, lui va rester mobile, va peut-être changer de canal de vente, mais il va connaître ses clients, connaître ses produits et utiliser la bonne technique commerciale pour le faire. Un petit peu de pub encore, je vous la laisserai lire à tête reposée. Si on parle du site marchand lui-même, et je pense que c'est important de considérer qu'est-ce qu'un site marchand, parce que quand on parle d'un site marchand sur Facebook et d'un site marchand d'une boutique complète, on n'a pas forcément la même chose à portée de main en tant que vendeur. Côté client, un site marchand, c'est déjà un site web. Ça paraît banal de le dire, mais quand on est chez Facebook, on n'a pas son site web. Quand on monte sa boutique en ligne, c'est son site web avec son adresse, comme un commerce dans la rue, à son adresse propre. C'est de la tchatch, c'est la partie éditoriale. Qu'est-ce que je vais dire pour convaincre mes clients? La fameuse page « Pourquoi acheter chez nous ?» C'est une page qui paraît ridicule, de peu d'importance, et pourtant, c'est un des arguments clés pour installer la confiance qu'on a évoqué tout à l'heure. Quand on est un petit marchand en ligne, on inquiète ses visiteurs qui se disent « j'ai personne en face de moi, on me propose des produits plus ou moins chers, pourquoi est-ce que j'achèterais chez ce marchand ?» Donc il va falloir parler, il va falloir engager le dialogue par le biais de cette partie éditoriale qui donc est extrêmement importante. Après, le cœur de la boutique, le moteur de la boutique, bien évidemment, c'est le catalogue article ou service. Donc c'est une base de données et c'est une façon d'afficher sur les pages tout ce qu'on a à proposer. Mais un catalogue ne suffit pas. On trouve beaucoup de catalogues de produits sur Facebook. Il y a pas mal de marchands qui ont exporté ou fait du copier-coller sur leur page Facebook de produits qu'ils proposent. Mais il faut aller au-delà de ça parce qu'une vraie boutique, c'est aussi un panier d'achat. C'est le moyen de sélectionner les articles que le visiteur veut acheter, de calculer aussi à quel tarif on va les livrer et évidemment de les encaisser. C'est une des grandes questions qui se posent à installer sa boutique complètement chez Facebook, c'est de dire est-ce que je pourrais imaginer ou accepter de confier à Facebook un accès à mon compte bancaire avec toutes les informations qu'il pourrait détenir. Personnellement, ça m'inquiète un peu, je ne sais pas ce que tu en penses, Didier, mais il ne faut peut-être pas aller trop loin. Tu veux que je... Ben oui, je t'y invite. Oui, d'accord. Ben oui, moi ça m'embête un peu de donner énormément d'informations à Facebook parce que déjà je ne sais pas exactement ce qu'ils vont en faire. Enfin, je sais qu'ils vont les monétiser, mais je ne sais pas exactement comment. On a vu tout à l'heure qu'ils changeaient leurs conditions de vente de manière un peu sauvage, donc on ne sait absolument pas ce que ça va devenir plus tard. Et on a déjà pas mal de problèmes de sécurité des données privées qui commencent à sortir, comme Sony qui s'est fait pirater des numéros de carte bleue sur leur système de vente de jeux en ligne. Et là, on a pas mal, je crois qu'il y a 20 000 profils je crois, qui ont circulé avec les infos bancaires. Donc on ne joue pas, ce sont des données extrêmement précieuses et il faut veiller, pour vous en tant que marchand, à les détenir vous-même. D'autre part, en tant que marchand, vous avez des obligations légales à respecter, qui sont celles de la CNIL, que Facebook ne respecte pas forcément, je ne sais pas. Quelqu'un sait ? Est-ce que Facebook respecte les directives de la CNIL? S'il ne les respectait pas, il serait déjà en tort, écoute. Je ne suis pas certain. Si les serveurs sont hébergés aux États-Unis, ils n'ont rien à voir avec la France.
Voilà, en tout cas là il y a une zone de flou qui me paraît pas tout à fait claire. Ensuite, sur une boutique en propre, il va y avoir une différence très importante par rapport à mettre sa boutique chez Facebook. C'est la question de dépasser le stade de jouer à la marchande. C'est bien de rencontrer un client, c'est bien de faire la vente, mais derrière, il faut accomplir la totalité du cycle de vente qui passe par la gestion des livraisons, la gestion de ses commandes, la réalisation des livraisons et le suivi des commandes. Donc, tout ça constitue le nécessaire, j'allais dire, pour vendre complètement en ligne. Donc, quand on parle d'intégration d'une boutique en ligne sur Facebook, on peut se poser la question, où est-ce que je commence? Où est-ce que je m'arrête? Est-ce que Facebook va me proposer un suivi des commandes, par exemple, un moyen de paiement sécurisé, un accès aux données de mes clients? Ce sont des questions qui sont réellement stratégiques. Alors, pour vous faire peur, et là, je fais un peu de commerce, je fais un peu de vente, pour vous faire peur, j'ai listé ici tout ce qui est nécessaire pour faire tourner une boutique en ligne. Parce qu'il y a toujours des pour et des contre. Si votre métier, c'est de vendre, vous n'allez pas forcément vous préoccuper de monter un serveur avec des bases de données, un moteur de rendu graphique, sécuriser l'ensemble, etc., etc. Je peux poursuivre l'inventaire, mais il faut considérer ce que Facebook ou Oxatis ou un autre fournisseur peut vous apporter pour vous débarrasser de toutes les questions techniques qui ne sont pas forcément votre préoccupation. Et là, peut-être qu'un jour, Facebook, qui a quand même une capacité technologique extrêmement forte, quand on voit tous les modules existants, on peut penser donc qu'un jour, Facebook peut vous apporter ce type de service. Pour nous, en tant que fournisseurs d'infrastructures de boutique en ligne, il y a une certaine vigilance à se dire, mais que se passera-t-il si un jour Facebook souhaite apporter aux commerçants ce type de service? Je pensais qu'il s'adressait à toi. Pour finir sur la partie infrastructure, j'ai représenté ici qui et comment, un petit mapping de qui peut faire votre site. C'est une question qui n'est pas souvent évoquée. On a souvent le réflexe d'aller voir une agence web ou d'aller voir un hébergeur pour bricoler. Là, ça vous met en fait en représentation visuelle ce que vous pouvez obtenir en termes de meilleur prix, c'est-à-dire le plus cher est en bas, et en termes de services rendus. Si vous êtes une grosse entreprise que vous vendez, je parlais de machines-outils en B2B, que par exemple vous avez besoin de vendre, je réponds, je sais plus, il y a une demoiselle qui a demandé de faire un Facebook B2B. Qui c'était? C'était intéressant, ça existe. Hein. Il y a des places de marché professionnelles, par exemple pour les fournisseurs de pièces auto, où on confronte l'offre et la demande entre les fabricants d'essuie-glaces, de joints de porte et de pare-brise et les grands constructeurs automobiles. Donc il y a des places de marché professionnelles qui deviennent de plus en plus réseaux sociaux, parce qu'au départ elles intégraient simplement des réponses à des appels d'offres, et puis aujourd'hui on permet à leurs adhérents de discuter entre eux. Et d'ailleurs, il y a une entreprise dont j'ai oublié le nom qui est en train de commercialiser la première voiture qui sera bâtie uniquement comme ça, avec de la mise en relation de fournisseurs. Ça va être joli. Non, pas. J'ai rien dit. Des où? Des ouf. Non, je sais pas. Donc, si vous avez des besoins qui sont très spécifiques, vous allez, et que vous êtes probablement une grande entreprise, consultez plutôt une SS2I. Vous avez un petit peu la même approche, on va dire, sur mesure, par le biais d'une agence web, avec un environnement qui devient de plus en plus complexe, donc l'émergence de plateformes e-commerce comme nous, comme Oxatis, qui vont proposer aux agences web de s'occuper de la partie développement et relations avec les partenaires. Parce que pour une agence web, il y a 5 ans, monter le site d'un client, c'était assez confortable. On mettait un serveur dans un coin, on faisait tourner une base de données, et puis on générait des pages avec le catalogue. Aujourd'hui, il faut aller voir les différents moyens de paiement, il faut aller voir les places de marché, il faut se tenir au courant de toute l'actualité et sans cesse développer. Donc il y a un intérêt à mutualiser ce travail et à le répartir sur un grand nombre de clients. Pour des raisons de coût, c'est moins cher, ça travaille une fois pour un grand nombre de clients, et pour une raison de rapidité aussi. Et puis après, je me tourne vers les solutions ici, hébergeurs, vers des entreprises qui sont capables de faire elles-mêmes leur site.
elles peuvent installer leur base de données chez un hébergeur, développer leur site. Et puis si elles sont un petit peu débutantes et qu'elles surestiment leurs moyens, elles peuvent consulter le Juxic. Un Juxic, c'est j'ai un copain qui s'y connaît. C'est ce copain dévoué qui peut vous fabriquer votre site, mais avec une pérennité tout à fait aléatoire. T'es un peu Juxic? Non. Du tout. Je te remercie. Mais Je non, suis un professionnel. Exactement. Voilà. Alors, on va arriver au cœur de la question. Et j'avais vraiment envie de sortir mon entonnoir. Attention, il aime beaucoup. J'aime beaucoup mon entonnoir. Tu l'adores. Il est très important, si vous êtes marchand sur le web, de comprendre comment se mesure la performance. Le retour Ça sur s'appelle pas un entonnoir, c'est un chinois. Ça. Ben, c'était pas pour tout de suite. Ah, pardon. Il va y venir. Ah bon. C'est de comprendre comment se mesure la performance. La performance, en termes financiers, c'est un rapport, c'est une division entre le nombre de clients que vous obtenez par rapport au nombre de prospects avec qui vous êtes en contact. Alors, Henri, dans le cas idéal, j'ai un entonnoir que je mets en haut, je le retrouve en bas. Sauf que il y a une disproportion, et quand je fais 100 vues sur Facebook, je n'obtiens pas 100 clients. Il y en a un grand nombre que je ne vais pas réussir à transformer. Donc j'ai un ratio qui s'explique par le fait que j'ai des fuites sur mon entonnoir, je perds des contacts, je n'arrive pas à convaincre tout le monde de visiter mon site, de choisir des produits, de calculer le panier, de passer à la caisse et d'être livré finalement. J'ai des annulations en cours de commande. Alors, cette métaphore du chinois, et pas de l'entonnoir, ça va bien? Là, ça va très bien. Peut se mettre en équation. Donc, j'ai mes prospects froids en haut, mes prospects chauds qui sont en cours de conversion, et mes clients qui sont passés à l'encaissement, peut se mettre en équation en regardant quelles dépenses j'effectue et à la comparer à combien de clients j'ai pu acquérir et quel chiffre d'affaires j'ai fait avec eux. Donc là, on s'approche réellement du cœur du sujet du ROI en faisant une petite parenthèse. Tout à l'heure, on a parlé du coût au contact sur Facebook ou avec les AdWords, etc. Il faut absolument, si vous montez un business sur le web, que vous qualifiez bien quelle action vous souhaitez obtenir de vos visiteurs. On a des modèles de vente qui sont extrêmement différents. On ne peut pas répondre d'une seule pièce comme ça en disant il est mieux de travailler sur Facebook ou il est mieux de prendre des AdWords, etc., etc. Pourquoi? Parce que l'action qui est demandée à un visiteur peut être donc très différente. Si vous vendez des fenêtres et que la vente se fait lors d'un rendez-vous chez le client, vous allez mettre en place un site web, avoir des visiteurs, et on ne parlera pas d'encaissement, on parlera par exemple, en termes de transformation, d'un formulaire qualifié. Vous obtenez suffisamment d'informations pour passer un coup de fil à votre client. Et vous allez compter évidemment les formulaires suffisamment qualifiés. Donc là, je me situe dans une logique marchande, mais je peux essayer d'obtenir autre chose de la part de mon client. C'est important de le noter parce que dans le calcul du ROI, il faut intégrer la totalité de la chaîne commerciale. Et aujourd'hui, cette chaîne commerciale, elle est complexe parce que je vais draguer des clients à 360 degrés et je vais aussi leur vendre des produits par différents canaux. Je reprends la situation de mon vendeur en ligne. Il aura sa page Facebook, il aura une boutique, il aura des produits qu'il va essayer de vendre sur eBay ou sur Amazon. Donc il y a une multiplicité des supports. Alors, pour avoir une démarche cohérente, il faut rentrer évidemment dans une démarche de mesure, puis d'optimisation. On peut passer très vite sur cette diapo. L'idéal, bien sûr, c'est de dimensionner l'ensemble. C'est de ne pas dépenser des milliers et des cents, c'est d'obtenir des résultats, de comprendre comment votre site fonctionne, et puis de travailler sur le taux de conversion. Parce qu'en fait, quand on parle de ROI,
le réglage, la performance de votre retour sur investissement sera dépendante de votre taux de conversion. Une chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que on a parlé de com, mais ils sont studieux. On a parlé de communication, mais on n'a pas parlé des retours qu'on pouvait obtenir et de la qualité du web pour pouvoir mesurer ces retours. On va voir tout de suite les sources de trafic. Vous avez des sources de trafic sur lesquelles très peu de mesures est possible de mettre en place. Si vous achetez de la publicité dans le journal, à part de mettre un code avec un coupon, vous allez avoir du mal à traquer qui est venu de ce support. Et vous allez perdre en route tout un tas de monde. Si vous faites purement du recrutement en ligne, vous allez flaguer, vous allez pouvoir marquer chaque visiteur du site et compter réellement, dans le cas des boules rouges et des boules bleues, quelle source de trafic transforme. Ici, par exemple, en bleu, j'ai mes visiteurs de Facebook, en rouge, mes visiteurs AdWords, en vert, des visiteurs qui viennent d'un lien d'affiliation que j'ai pu avoir. J'ai un dispositif de comptage sur mon site qui me donne des résultats en temps réel, cash, et qui me dit, oui, Facebook convertit beaucoup, c'est une hypothèse. Facebook convertit beaucoup, AdWords convertit un peu, par contre sur le vert, nada. Donc vous allez pouvoir réajuster vos actions très très rapidement. Alors en plus de qualifier vos sources de prospects, vous allez pouvoir mesurer leur rentabilité. Combien j'ai dépensé, combien de ventes j'ai fait, quelle marge j'ai dégagée et quel est mon retour sur investissement. Donc au lieu d'aller à tâtons à la rencontre de votre clientèle, vous avez mis en place des métriques précises pour évaluer cette question. Je vous passe sur le calcul de ROI. Oui, non. J'investis, vous me dites quand vous endormez, j'investis 100 clics à 20 centimes d'euros, je dépense 20 euros. Ici, là, en fait, j'achète ces visiteurs-là. Je les achète. Même sur Facebook, le temps que je passe à mettre au point ma page Facebook, que j'achète des clics ou pas chez Facebook, j'ai dépensé de l'argent pour avoir des visiteurs. J'investis 20 euros. J'ai un taux de conversion de mon site, par exemple 2%. Je vais faire 2 ventes. Je calcule mon chiffre d'affaires. Je sors la marge commerciale que j'ai pu avoir sur ces opérations. Je la compare à mon investissement et il me reste ma marge nette. Et ça, si vous êtes commerçant en ligne, vous pouvez le faire dès le départ, dès les premières ventes. Et une fois que vous maîtrisez cette approche, vous avez le bon sens nécessaire pour mettre le turbo et multiplier les sources de trafic et continuer à optimiser la machine. Il y a encore de trop nombreux commerçants en ligne qui démarrent, qui disent « je fais travailler Didier San Paolo, je dépense 2000 € en référencement, je mets un peu d'AdWords dans un autre sens, on va voir ce qui se passe ». Résultat des courses, c'est beaucoup plus long qu'ils ne l'avaient prévu. Ils font un peu de vente, ils ne savent pas d'où viennent les ventes, et ils n'ont pas cette approche analytique et ils ne savent pas optimiser le fonctionnement de leur boutique. Le fonctionnement de la boutique est vite compliqué. Et la comparaison des sources de trafic est vite compliquée à envisager. Si on veut, et puis après on parlera des réseaux sociaux, si on veut distinguer quelles sont les différentes sources de trafic, il y en a déjà au moins 5 familles. 5 familles à comparer. Le hors-ligne, la chemise Oxatis, que je n'ai pas mis aujourd'hui, le t-shirt, votre voiture, les stylos que vous allez distribuer, les docks. Donc le hors-ligne est un driver de trafic assez important. Le référencement naturel, Didier nous en parlera tout à l'heure. Les campagnes de mots-clés, on en a parlé, je fais de la publicité sur Google. Les moteurs marchands, shopping, quel coût, etc. Et puis un point super important qui est celui de la fidélisation. Eh bien, aujourd'hui, les réseaux sociaux vous permettent, en général, d'avoir les avantages de l'ensemble de ces sources de trafic.
Et c'est ça qui est assez original dans l'utilisation des réseaux sociaux, c'est que vous faites du transversal en fait. Les réseaux sociaux vont se comporter d'une certaine manière comme le hors-ligne. Vous allez faire de la com. Vous ne générez pas de trafic depuis Facebook, peu de ventes, mais vous avez de la visibilité. Les gens parlent de vous, même de manière qui coulole, un peu stupide, sans aucun débouché commercial. Mais au moins on parle de vous. Et ça déjà c'est important. En termes de référencement naturel, ça dépend des réseaux sociaux. Facebook, en termes de référencement naturel, Zéro. désolé. Zéro, et c'est une politique volontaire, donc ça ne changera absolument pas. Prenez-le en compte. Facebook ne vous rapporte rien en référencement. Donc on se dirige même vers une guerre entre Facebook et Google, donc à mon avis ça devrait même s'amplifier. Il n'y aura jamais de rapport entre les deux, je pense. Et on n'est pas prêt de voir des résultats de Facebook dans Donc, Google. ça, c'est sûr. Twitter, on en Oui, Alors justement, c'est pour ça que je vois chaque pas réseau qui social a ses avantages et ses inconvénients. Twitter vous donne du référencement. Là, on est en train de travailler au référencement des NBA de SG. Très fort. Parce que les tweets sont indexés en temps réel, les liens sont évalués, et le PageRank du site des NBA est en train de monter. L'objectif est d'être dans les trends avant ce soir. Exactement. Les réseaux sociaux peuvent se comporter aussi comme vous pouvez considérer des campagnes de mots-clés sur les réseaux sociaux. On a parlé de le faire sur Facebook, mais sur Twitter, en France, pas beaucoup, mais déjà aux États-Unis, vous pouvez acheter des campagnes au CPC, au coup par clic. Moteur marchand, pas encore, c'est-à-dire exporter vos produits pour les rendre visibles. Et là où les réseaux sociaux sont très forts, c'est en termes de fidélisation. On va parler tout à l'heure de l'engagement de la communauté, de la création d'une communauté. Quand on compare les coûts d'acquisition d'un prospect froid, qui coûte très cher, un clic dans AdWords, quelque chose comme ça, et ceux du renouvellement sur un client qu'on a déjà, qui fait partie d'une communauté, qui est engagé auprès de la marque, auprès du distributeur, et qui peut aussi démultiplier par le biais de la viralité le conseil, la visibilité d'un produit, l'aspect fidélisation est extrêmement important. Et votre boutique en ligne peut être tout à fait sommaire. Si vous utilisez Facebook, vous pouvez animer votre communauté d'une manière très très efficace. Donc ça, il faut le prendre en compte. Alors, les slides seront disponibles après. Oui, tout à fait. Je vous ai laissé un petit tableau pour pouvoir comparer de manière synthétique les avantages et les inconvénients des différentes sources de trafic. Et là, on va parler un petit peu plus spécifiquement des réseaux sociaux et de quels réseaux sociaux on peut utiliser pour retrouver évidemment les plus qui sont ici. Le tracking, toujours. Traquer, calculer, savoir combien on dépense, combien ça rapporte. Aller vite ou pas. La question de la précision et de la rapidité est extrêmement importante. Cibler, c'est-à-dire parler fort, mais auprès de la bonne clientèle, ou de la bonne prospectelle, des bons prospects, les choisir. Et puis évidemment, soigner son image de marque. Il y a un point qui est ici, qui est aussi souvent assez ignoré, c'est la question de la richesse d'enseignement que vous pouvez tirer de l'utilisation d'un moyen. On a vu qu'il y avait un grand danger, par exemple, à s'appuyer sur Facebook comme source de trafic. La donne peut changer très rapidement. Les réseaux sociaux connaissent des modes qui sont très rapides. Ça enfle aussi vite que ça disparaît. C'était quoi, Friendfeed? Friendster. Friendster. On voit apparaître un réseau social, tout le monde dit pendant un mois que c'est l'avenir. Puis ça disparaît aussi vite que c'était arrivé. Si Facebook disparaît demain ou explose demain, ce qui comptera à ce moment-là, c'est votre agilité à changer de support, mais en ayant l'expérience du client et du produit pour faire la même chose ailleurs. Ça, c'est un point qui me semble extrêmement important. Je vais laisser la parole à Henri, qui va un peu nous réveiller.
Oh, bah, ils sont